pendant que nos candidats font leur discours, ils auront un temps de entre 8 et 12 minutes pour introduire leur sujet qu'ils auront préparé à l'avance. Ils seront notés par notre jury, que je vais vous présenter juste après, sur des critères tels que l'aisance à l'oral, le non-verbal et la pertinence de leur discours. Concernant donc notre jury, nous avons ici présent Quentin Annick, président de la Fédération française des Pays du Nord. Nous avons Karine Fresnel, qui est adjointe à la directrice générale des services, et Virginie Devaux, responsable administrative, valorisation et innovation. La première personne à passer va être Amandine Bourassi, qui va nous parler de « Faut-il pleurer les morts ?» Je la laisse. Un après-midi, été 2003, Pépé est mort. Sous la chaleur de la canicule, Mamie étouffait ses larmes dans un mouchoir, tandis que le cercueil s'engouffrait sous terre. Alors âgée de 4 ans, je n'avais pas encore embrassé sentimentalement le concept de mort. En y repensant des années plus tard, la dissonance entre la tristesse de Mamie et la neutralité de mes émotions implanta une question dans mon jeune esprit. Faut-il pleurer les morts? Oui, pleurer les morts. L'expression de la perte. Cette question que je pense, vous, les membres du jury et du public, vous êtes déjà posée, soulève de nombreux débats et opinions, car elle touche à l'une des plus grandes questions et des interrogations de l'humanité, la mort. De façon générale, pleurer les morts est un acte naturel et universellement humain. Cela montre que l'on ressent de la tristesse et de l'affection pour ceux qui nous ont quittés. C'est un moyen de leur rendre hommage, de leur montrer notre gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et de leur dire adieu. Nous côtoyons cela annuellement, notamment dans notre société, par le biais de jours fériés, ne déplaisant point aux étudiants et aux travailleurs de la fonction publique. Sont comptées à ce jour en France 11 fêtes commémoratives, 8 mai, Toussaint, 11 novembre, pour les plus connus. Face à cette présence non négligeable de commémoration, de nostalgie et de tristesse, il peut se demander s'il est possible de ne pas pleurer les morts. La réponse est non. Le deuil est un processus complexe et nécessaire pour le bien-être mental et émotionnel. Il permet de faire face à la réalité de la perte, d'exprimer ses émotions dans une vulnérabilité pure, dépourvue d'ego. Car ce que l'on pleure n'est pas la mort, mais la perte de la singularité vitale, vivante, que l'être au cœur dorénavant neutre et avide a emporté avec lui. Mais alors, pourquoi certaines personnes ne pleurent-elles pas les morts? En effet, combien de fois avez-vous entendu, dans les vents des commérages faussement outrés de square, « T'as pas vu, il n'a même pas pleuré la mort de son père. » Non, Gisèle, il ne l'a pas pleuré par irrespect, mais en raison de la colère, du refus d'embrasser l'amour du deuil. La colère fait obstacle à l'amour et isole celui qui est en colère. C'est un effort pour ce dernier de repousser ce à quoi il aspire le plus dans ce moments, le deuil et la commémoration. C'est un déni de l'humanité des autres et un déni de sa propre humanité. La colère du deuil, c'est comme être à l'agonie, parce qu'on se croit incapable d'être compris, pas digne d'être compris. C'est un mur qui nous sépare des autres, aussi efficacement que s'il était en béton, épais et très haut. Cette colère du deuil et cette colère du soi sont de plus en plus présentes dans notre société. En effet, au fil du temps s'est créé un deuil social. Ce deuil social est semblable à une danse de mépris, aux chimères de la liberté, une forme perverse de connexion à soi, qui substitue à la véritable intimité du deuil un millefeuille complexe de règles et de manipulations dissimulées. Pour une personne perdant un parent ou un enfant, le deuil se fera en 8 jours. Et pour une autre perdant un grand-parent ou un petit enfant, en 4. Et pour les autres, le deuil n'a pas lieu d'être, aux yeux de l'administration. C'est donc le paradigme méconnu de nos relations qui s'est diffusé ainsi dans la civilisation occidentale, génération après génération, déformant le concept de deuil et de commémoration des morts.
Par conséquent, ce que je souligne et accuse dans mon discours est la normalisation insensible de la peine et du deuil dans notre société, ainsi que le déclin de la commémoration des morts. Tel L'étranger d'Albert Camus, une des plus célèbres littératures françaises contemporaines, il entame l'incipit en narrant « Aujourd'hui, maman est morte », ou peut-être hier, je ne sais pas. Pour autant, d'autres cultures ont persisté, ou persistent toujours, à commémorer les morts, non dans les pleurs, mais dans les retrouvailles et la joie, telles le Valhalla des Vikings, ou les cultures américo-latines aujourd'hui. Pour retrouver du sens et une sincère intimité dans le deuil d'un mort, ne devrions-nous pas exercer l'esprit à focaliser son attention sur le besoin de pleurer un mort, d'un corps jadis vital, plutôt que l'imposition d'un état moyennement perceptible et sans sens. Il est temps de translater le questionnement du comment au pourquoi, pour ne plus voir cela comme un maillon scellé à notre être, mais comme un moment que le moi souhaite et nécessite vraiment. Après ce que je vous ai exposé, il peut se penser que pleurer les morts se fait en comprenant les conséquences à la question pourquoi. Pourquoi faut-il pleurer les morts? Cependant, il est aussi important de considérer les causes de cette interrogation. Et dans certaines situations, la mort peut être envisagée de manière différente, notamment dans le cas de l'euthanasie. L'euthanasie est un sujet controversé qui pose des questions éthiques et morales. Certains soutiennent qu'elle est un acte de compassion qui permet de soulager les souffrances d'une maladie incurable, tandis que d'autres considèrent qu'elle va à l'encontre de l'éthique médicale et qu'elle peut conduire à des dérives. Dans ce contexte, pleurer les morts peut prendre une dimension particulière. En effet, lorsque la mort est envisagée comme une libération de la souffrance, le deuil peut être vu comme une étape nécessaire pour accepter le choix du défunt et pour lui rendre hommage. C'est également un moyen pour les proches de trouver un sens à cette mort et de faire leur propre deuil. Cependant, même dans le cas de l'euthanasie, le deuil peut être difficile et douloureux. Il peut être compliqué de trouver les mots justes pour exprimer sa douleur. Et le sentiment de culpabilité peut alors être présent, c'est chez certains proches. Dans ce contexte, il est important de rappeler que le deuil est un processus individuel et que chacun doit trouver sa propre voie pour faire face à cette perte. Si je m'exprime aujourd'hui sur la mort et l'amour du deuil, c'est pour déclarer ma profonde gratitude envers les personnes qui cherchent à retrouver ce qu'ils sont vraiment, à récupérer leur droit affectif d'aimer et d'être aimé. Il m'a fallu 22 ans pour expérimenter cela, en étouffant les mêmes larmes que ma mamie, 18 ans auparavant, mais pour sa mort cette fois-ci. Tu m'as appris, mamie, que nous pouvons guider, instruire, observer, mettre en commun des ressentis et des techniques. Mais nous ne pouvons pas faire à la place des personnes endeuillées le travail qu'elles doivent faire sur elles-mêmes. Notre amour aide, mais il ne suffit pas à les sauver. Elles se sauvent elles-mêmes lorsqu'elles comprennent l'art d'aimer. Et pour tout ça, mamie, je te dis merci. Les bombes tombent de partout. Devant, derrière, sur les côtés, le paysage se déforme. L'air se charge en fumée et l'odeur de poudre envahit nos narines. Les détonations retentissent. Seuls les cris de peur et de douleur nous parviennent. Mais alors que tout semble se calmer, que le silence semble reprendre place, une ombre de plus en plus large, de plus en plus menaçante se pointe. Lorsque l'on regarde dans l'air, nous voyons cette bombe. Cette bombe, ce n'est pas n'importe laquelle, cette bombe, c'est la dernière. Sa tête nucléaire ne fait aucun doute quant au sort du monde. Lorsqu'elle touchera le sol, seul notre ennemi existera. Alors, nous n'avons plus que deux options. La première, mourir, seul. La deuxième, emporter avec nous notre ennemi. Choisir d'appuyer à notre tour sur ce bouton rouge, entrer les codes dans la mallette nucléaire et condamner notre ennemi
mais aussi l'humanité tout entière. Le choix, simple pour certains, cornélien pour d'autres, se résume en une des questions les plus difficiles. En laissant vivre notre ennemi, le bien saura-t-il recroiser le chemin de cette dernière nation? Envoyer cette bombe, c'est donc considérer que l'humanité ne se résumera qu'à l'idéologie de notre ennemi à l'avenir. C'est éteindre tout espoir de voir la nôtre renaître sans notre existence. C'est un choix pur entre optimisme et pessimisme. Et ce choix, je vous demande à vous, vous tous ici présents, de le faire maintenant, dans la précipitation. Allez, je vous laisse 10 secondes de plus. La fin de l'humanité contre l'espoir d'une jeunesse du bon, votre décision doit désormais être prise. Et je vais donc vous demander si vous acceptez d'envoyer à votre tour cette bombe, de condamner l'humanité, de lever la main, s'il vous plaît. Une personne, très bien. 2, c'est bien. On ne va pas perdre plus de temps. Maintenant, les autres, ceux qui décident, eux, de ne pas envoyer cette bombe, d'être optimistes. Je vous prie de lever la main, s'il vous plaît. Un peu plus. Et enfin, les derniers, ceux qui n'arrivent pas à choisir. Quelques-uns, bien sûr. Vous, bien joué. Vous êtes mort, seul. Votre ennemi est en vie et vous êtes donc chez les optimistes. Vous serez ce qu'on appelle par la suite des optimistes refoulés. Car oui, mesdames et messieurs, renoncer de choisir, c'est aussi choisir. Et vous l'aurez remarqué, enfin non, parce que j'ai moi-même oublié de lever la main, moi, je choisis l'optimisme. J'ai bien essayé de trouver des raisons susceptibles de me dire d'envoyer cette bombe, mais aucune ne m'est parvenue. Et je vous avoue que j'en suis bien triste. Alors pourquoi être optimiste à 100% m'interpelle et ne me réjouit pas? En réalité, je pense même qu'être à 100% optimiste, c'est le manque le plus cruel d'optimisme. Cet optimisme radical, cet optimisme du 100%, à vrai dire, il me dégoûte, il m'effraie et il me hante. Pourtant, avec l'avènement des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et de ces influenceurs qui font un devoir moral de ce qui n'est en réalité qu'une overdose d'espoir, une naïveté insouciante, le développement personnel, la pensée positive, et toutes ces pratiques qui prônent une abstraction de la négativité sont de plus en plus à la mode. Malheureusement, ces espèces de tutoriels qui nous apprennent à résoudre 100% de nos problèmes en achetant 2 fois le livre qui nous promet d'en arrêter 50, ça ne marche pas. C'est idiot et c'est même dangereux. Dangereux au point de retrouver cette vision de l'optimisme dans le petit Robert, qui le définit comme une tournure d'esprit par laquelle on néglige tous les aspects fâcheux des choses, leurs causes, leurs conséquences, pour le seul fait qu'elles ne vont pas dans notre sens. Le devoir moral, c'est faire ce qui nous semble juste, pour nous, et plus largement, pour l'intérêt commun. C'est se retrousser les manches face à quelque chose qui ne va pas. Et faire donc de cet optimisme du 100% un devoir moral, c'est donc être aussi bête que le petit Robert qui a 8 ans essaye de se cacher en mettant ses mains devant ses yeux. Cet optimisme-là, qui est prôné comme vertueux, en réalité c'est bien l'inverse de l'optimisme. C'est du suroptimisme. Il s'oppose à un optimisme en tant que vecteur d'action, dans un monde réfléchi, car oui, selon moi, l'optimisme véritable, c'est l'action, dans l'inspiration d'une fin meilleure, au travers d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques. Or, je vous rassure, pas besoin de faire une matrice SWOT à chaque fois qu'on prend une décision, on ne passe pas tous les jours un audit de gestion de projet. Je pense simplement aujourd'hui qu'il est essentiel de replacer cet optimisme dans sa définition principale, dans sa définition première. Je pense qu'il est important de dire non à toutes ces appropriations, à toutes ces dérives de ce concept fondamental. Je pense qu'il est temps de dire non à des dérives, comme celle faite par l'une des plus grandes enseignes françaises dont je tairai le nom, ayant pour devise « J'optimise », renvoyant directement à une optimisation du système de grande distribution et du profit. Alors non, je vous en supplie, ne me demandez pas qui c'est, je ne veux pas perdre ma carte de fidélité Carrefour. Mais bref, je pense donc que si c'est avec cette vision étriquée que Karl Popper disait de l'optimisme un devoir moral, c'est qu'il en avait très certainement signifié un peu trop.
On ne va pas s'attarder sur cette vision étriquée de l'optimisme en tant qu'abstraction de toute forme de négatif. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que si tout à l'heure, certains se sont retrouvés optimistes refoulés, en réalité, vous êtes bien plus proche de l'optimisme réel. Car pour moi, le véritable optimiste, c'est un pessimiste refoulé. C'est quelqu'un qui prend le temps de regarder une situation globale, qui y voit du négatif, certes, mais qui refuse d'en faire une fatalité. Et je pense que c'est avec cette vision précise de l'optimisme que l'on peut dire que l'homme est optimiste depuis la nuit des temps. Que c'est parce qu'il a cru en ses capacités à améliorer sa condition dans un monde hostile qu'il y est parvenu. Les grandes traversées, les grandes découvertes et les grandes innovations sont des travaux d'optimistes, non pas parce que ces derniers y ont cru, mais bien plus parce qu'ils se sont lancés. Galilée a révolutionné l'astronomie et la physique en acceptant d'affronter un monde en total désaccord avec lui. Il ne l'a pas ignoré, bien au contraire, il l'a combattu. Cet optimisme qui se veut devoir moral, en réalité, je pense qu'il réside dans chacune de nos inspirations. C'est ce souffle créateur qui anime les artistes, les chercheurs et en réalité tout être humain. Je pense que c'est ce souffle léger qui pousse chacun d'entre nous à réinventer le réel, à le bousculer, à y matérialiser chacun de nos désirs. Et contrairement au suroptimisme, prôné par des gens qui nous infligent un vent de paresse, d'ignorance, des gens à l'haleine épouvantable qui visiblement ne manquent pas d'air, l'optimisme d'action, lui, nous pousse au changement. Il nous pousse à l'action, et ça tombe bien, car aujourd'hui, plus que jamais, nous devons passer à l'action. Optimisme ou pessimisme ne sont plus des choix pertinents lorsqu'il s'agit du combat climatique qui a déjà commencé. Quand l'urgence nous tombe dessus telle la dernière des bombes, le temps n'est plus à la paresse, le temps n'est plus au débat dénué de sens, le temps est à l'action. Alors, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, certes, mais surtout à ceux qui agissent, avec réflexion, éthique et morale. Pourtant, me direz-vous, certains ne font rien, voire pire, certains semblent faire des choses contraires pour la cause climatique. En sont-ils pour autant pessimistes? Je ne le pense pas. Je pense même qu'au contraire, que chaque optimiste se doit de penser que tout le monde l'est réellement et s'en rendra compte un jour. Je pense en réalité qu'on est tous nés ici optimistes. Qu'en chacun d'entre nous réside une force qui nous pousse au bon. Je pense qu'au sein même d'une nation plongée dans la plus obscure des doctrines peut s'allumer un feu réparateur. Et que peu importe la force qui essaiera de l'éteindre, elle finira par s'en brûler les doigts. Cet optimisme, ce n'est donc pas un devoir moral selon moi, c'est notre nature à tous. Aujourd'hui, je suis donc cet optimiste dans le sens où je me sens inspiré pour me battre pour améliorer notre monde en tenant compte de tous ces aspects qui donnent à la vie du goût, du sens, ou devrais-je même dire qu'il y donne son essence. Ainsi, je pense sincèrement que si vous aussi, vous les ingénieurs, vous les artistes et plus largement, vous les hommes et les femmes, souhaitez un jour vivre en harmonie avec le monde, il vous suffit simplement d'inspirer. Merci à tous. Mesdames, messieurs, je dois vous avouer être un peu stressé. Communiquer sans les mots. Bon. Mais qui donc m'a décerné ce sujet? Quel toupet. Non mais c'est vrai quoi, quelle ironie, vous en conviendrez, de m'essayer à l'exercice d'aujourd'hui avec un tel sujet. Mais alors, par où commencer? Il fut bien compliqué pour moi d'en décider. Alors, pris par ce paradoxe qui représente le dédale de ma vie, je décidai de comprendre ce qu'est le mot. Car mieux connaître ce que l'on souhaite utiliser pourra sans doute nous aider à comprendre comment nous exprimer d'autres manières que par la prose. Ainsi, je commençai par me demander à quoi servent les mots. Têtu dans mon idée que les mots ne m'étaient d'aucune utilité, je décidai de communiquer sans ceci, et ce, à toute heure.
Vous pouvez alors imaginer ma stupéfaction lorsque j'eus mimé le verre d'eau de cette manière et que mon colocataire, qui devait être présent mais qui ne l'est pas, me tendit son popper. Je n'avais pas les mots. Comment se fait-il qu'il ne m'eût compris? Peut-être n'avais-je pas bien mimé mes désirs, ou bien serait-ce alors ici même que réside l'intérêt des mots? Les mots ne serviraient-ils pas à décrire ce qui nous entoure, à définir un système universel de communication pour que chacun puisse se comprendre? Alors qu'il soit en anglais, en français ou en ouzbek, chaque mot est un outil de communication. Et une fois qu'un groupement en partage son système intrinsèque, il ne fera plus face à aucune dysfonction. D'ailleurs, quid du langage des signes? Fine est la ligne entre les mots et les gestes, et, là encore, les signes ne servent qu'à décrire une certaine réalité. Ce référentiel commun suit en réalité la même logique ironique que ses congénères. Peut-être connaissez-vous à ce titre Jean-Dominique Bauby, l'écrivain et journaliste français qui dicta l'intégralité de son autobiographie à l'aide seulement de battements de cils. La communication ne tient qu'à un fil. Et malheureusement, celui-ci peut se rompre en un clin d'œil. Toujours est-il que je fus si désemparé suite à la preuve que toutes mes idées ne fussent erronées, que j'eus à consulter mon ami Bertrand pour en parler. Mais, à nouveau, ce fut un échec. Comment mettre les mots sur le spleen qui m'entourait? Moi, pauvre moi, roi de l'azur, maladroit et honteux. Les mots m'avaient tué à l'usure. J'étais aux abois à côté d'eux. Alors vous aurez certainement remarqué que j'emprunte une partie de ces mots à Baudelaire. Il ne lui fallut pas moins de 98 poèmes dans la première partie de son splendide recueil Les Fleurs du Mal pour décrire les mots qui le rongeaient. Mais revenons-en à mon histoire. Voguant alors dans les eaux de la solitude et de l'incompréhension, je me mis à écouter ma musique, celle qui était si justement qualifiée par mon ex de tragique. Mais, contre toute attente, c'est en cela que je trouvais ma rédemption. Après tout, comment Schumann, mort dans la folie, sujet à des crises de schizophrénie multiples et à l'alcoolisme, ne pouvait-il pas comprendre le malheur dont je faisais l'objet? C'est comme s'il me parlait, et c'est comme s'il me murmurait l'expression de mes sentiments. Et cette catharsis, oui cette catharsis, marqua ma résurrection, et naturellement mon chemin de pensée. Je partais donc cette fois-ci en croisade, une croisade pour mes idées. Accompagné des coups de canon sourds de Tchaïkovski, j'étais fin prêt à avoir le dernier mot et à défier tous les casse-noisettes qui se retrouveraient sur mon chemin. Certes, les mots nous servent à décrire ce que l'on connaît, mais comment décrire ce que l'on ignore? Ou bien, sommes-nous assez prétentieux pour croire que du monde nous connaissons tout déjà? De même, pourquoi chercher à se faire comprendre de tous lorsque l'on peut s'abandonner au plaisir d'être l'incompris? Incompris plaisir de s'abandonner à chercher en tous le détail qui nous attend. Je ne cherche certainement pas l'universalité, disait Harold Pinter, et qui de mieux à citer pour des centraliens assoiffés? Certes, je ne puis m'exprimer auprès de mon ami, mais se limiter aux mots, c'est comme laisser une symphonie inachevée. Il est Schubertrand, mais j'ai aussi pour habitude de terminer ce que j'ai commencé. La musique, c'est un art, c'est un nouveau départ, c'est un déversoir. Que dis-je, c'est un déversoir, c'est un exutoire. Je pars alors de Syracuse à la Sierra Leone, accompagné de ce bon vieux Cyrano, si tant est qu'il en est encore temps, car tenter de temps en temps de m'absenter de tout autant d'idées, tout aussi étonnantes qu'embêtantes, j'attendais vaillamment, tant la pluie battante que le beau temps. Vous n'avez rien compris? Oh, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Comme tout bon centralien, j'utilisais un simple artifice, celui de broder pour dire quelque chose de primitif. Je partis en voyage. Et tout au long de ce périple, je fis des rencontres extraordinaires. Tenez, par exemple, j'eus rencontré un châtelain nommé Charlie qui me fit penser à Monsieur Chaplin. Comment communiquer sans les mots, vous dites? Tenez, admirez ce monsieur et admirez son art. La force de l'art ne réside-t-elle pas dans le non-dit? Les mots s'arrêtent à leur signification. Comment faire pour transmettre une pensée sur laquelle on ne sait mettre les mots comme la mienne, ou bien sur une idée que l'on ne peut transmettre tout simplement? Là où l'écrivain s'essaiera à des artifices littéraires variés, comme la dystopie pour Orwell et ses animaux, ou l'acrostiche de Samson pendant la Révolution, et je parle ici de Jean-Baptiste et non Véronique, l'artiste, lui, s'adonne à un jeu de cache-cache plus enfantin avec ses bourreaux.
à un véritable jeu de l'esprit avec ses tortionnaires. Et pour en revenir à notre bon vieux Charlot, admirez celui qui, en 1936, en plein milieu de la Grande-Bretagne industrialisée, symbole du capitalisme libéral, plus grand empire colonial de son temps, promut les idées de Karl Marx à travers un chef-d'œuvre du cinéma, Les temps modernes. Alors, aussi moderne qu'il soit, il n'existe de temps pour se soumettre à l'oppression. L'art, c'est cette porte de sortie, celle qui vient à votre secours lorsque les mots ne sont plus qu'illusoires, lorsqu'il ne vous reste plus aucune solution. Malheureusement, je dois bien l'avouer, le mot a cela de bon qu'il exprime parfaitement ce qu'il signifie. Mais, dans la limite où les forgerons de ces mots, que l'on appelle ici des orateurs ou là des écrivains, sauront les utiliser à bon escient. Il suffit pour cela d'avoir l'œil. Quand je dis que ce morceau est bon, je ne dis pas qu'il est excellent, non. Je ne dis pas qu'il est passable, oh non. Je ne dis pas qu'il est meilleur ou moins bien qu'un autre, non. Je dis qu'il est bon. Il suffit, à contrario, d'opposer deux analyses musicales pour comprendre que l'interprétation de telle œuvre est subjective. Là où l'un remarque de la compassion, l'autre y trouvera un complexe d'Oedipe. Là où certains y verront un chef-d'œuvre, d'autres n'y verront certainement qu'une fraude. Une fraude, pardon. Toujours est-il que mes batifolages me mènent aujourd'hui, ici, face à vous. Et si l'écriture de ces quelques vers m'eût bien appris quelque chose, c'est que les mots ne sont finalement pas si inutiles que cela. Alors, peut-être que mes mots en ont endormi certains, mais j'espère les avoir réveillés avec des sonorités. Peut-être que ces sonorités en ont, elles-mêmes, ennuyé d'autres, mais j'espère les avoir attiré leur attention par mes gestes vains. Vous m'aurez compris, mesdames, messieurs, la communication, c'est un tout. Et c'est très sûrement personnel. Pour bien communiquer, il nous faudra choisir les bons mots, naturellement, mais aussi les orchestrer de la meilleure des façons et sûrement les incarner. Vous êtes le reflet de vos idées, l'âme qui fait vivre celles-ci. J'espère vous avoir donné des cartes pour mieux communiquer. Cogito ergo sum. Merci. Centraliennes, centraliens, pipoteurs, pipoteuses, messieurs et mesdames et messieurs, chers jurés. Théophile Gautier disait « Tout ce qui est utile est laid ». À mon grand désespoir, j'en conclus donc que je suis inutile. Merci, au revoir. Non, je ne suis pas venu ici pour faire le trou lourd, donc trêve de plaisanterie. Les armes que j'ai ramenées aujourd'hui avec moi sont puissantes. Elles chargent, elles visent et elles tirent. Blessant ou réconfortant le cœur de la cible, ces armes sont bel et bien mes mots. De ces mots, formons des phrases, et de ces phrases, nous transmettons nos émotions. S'exprimer de façon claire, être clair dans son expression, pour nous permettre cette communication. Un moyen peut-être de se faire entendre, de pouvoir peut-être prétendre à l'égalité des genres, à l'égalité des chances, à l'égalité tout court. Le mot est utile pour convaincre et persuader, pour défendre ses idées, et ainsi ne pas paraître insensé. Le sens des mots ne doit pas être négligé, car la thèse y est fondée, fondement pour s'exprimer, parler, parfois même gagner des batailles acharnées contre l'ignorance des sociétés. Pour se faire comprendre de nos aînés, que les sociétés peuvent changer. Changer non pas pour s'effacer, mais pour s'améliorer. Ainsi, les mots sont destinés pour se faire comprendre et plaidoyer. Plaidoyer de ses convictions, utilisant subtilement la manipulation des mots et de la rhétorique pour en arriver à cette critique. La critique d'une société qui se veut démocratique. Une démocratie illusoire où l'Assemblée n'est que foire. Les mots ont un but pratique, une destination logique. Elle est au cœur de la communication et de l'expression. Peut-on alors concevoir l'antithèse que les mots n'ont pas toujours besoin d'une destination? Ne pouvons-nous pas alors apprécier les belles paroles sans réelle conviction,
comme les beaux parleurs sans intention, apprécier la forme et non le fond, car au fond, les formes contre la réforme, non. Pourquoi cherche-t-on du sens dans un monde incompréhensible? Non pas parce qu'il est dénué de sens, mais parce qu'il y en a trop. Les paroles n'ont pas forcément de but. Les mots peuvent s'associer pour la beauté de la prose pour faire voyager. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas la fin, c'est le chemin. Car finir en 2 minutes, c'est pas ouf. Laissez-moi alors vous emmener à travers cette petite épopée. Mes yeux se fixent sur un objet ordinaire dont j'ignorais la matière, une bouteille à la mer, sûrement jetée de façon involontaire. Une bouteille en verre, remplie certainement de mystère. Elle a été fermée par un bouchon de liège. Je prends le risque de l'ouvrir. Cette lettre, écrite à la main, était à l'intérieur. L'écriture était parfaite, presque calligraphique. C'est là la vraie histoire quand même. Elle était là quand j'étais malade, sa main sur mon front pour vérifier la température. Elle était là à la sortie de l'école avec ce petit gâteau, un Madeleine de Proust à moi. Elle était là à mes spectacles de danse, du moins, je faisais ce que je pouvais. Elle était là quand je tombais à vélo pour me dire ce qui ne me tue pas me rend plus fort, d'après un philosophe allemand dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom. Les souvenirs se dessinent avec les émotions, formés d'étoiles d'impressionnistes. Les couleurs se mélangent, les camailleux s'enchaînent, et les pigments passent parfois du clair à l'obscur, de façon brutale. Car la vie ne fait pas de cadeaux. Elle donne et elle reprend. Toute seule, dans un monde qui te dépasse, qui nous dépasse, et ma main dans la sienne, son expression semblait sortir de l'ordinaire. Sur un ton innocent, je pose la question. Maman, pourquoi papa est parti? Elle me répond en me serrant dans ses bras. Les gens arrivent et partent dans la vie. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est vrai que croire que tout est éternel est illusoire, n'est-ce pas? L'inévitable destin font comme une bougie. Les bougies qui ne font que compter ou bien décompter. Un soir, je n'arrivais pas à dormir. Je voulais être près d'elle, être rassuré. Lorsque je rentre dans la chambre, elle était là, le dos tourné. D'une voix hésitante, je lui demande ce qu'elle a. Mais cette fois, aucun mot ne sort de sa bouche. Elle me serre dans ses bras comme si j'allais m'envoler. Mais sans elle, je n'aurais jamais pu voler de mes propres ailes. Cette femme était seule avec ses enfants. Une mère devenue père, un père qui n'a pas fait l'affaire d'un départ, partir pour ne pas revenir, et pourquoi pas revenir pour ne pas partir. Partir loin, longtemps, pour réapparaître quelques instants. Des instants qui semblent insignifiants, un père absent. Tel père, tel fils, mais quel père? Né de l'union d'une père, seule ma mère, j'en suis fière. Né de sa chair, une ressemblance claire, mais loin d'avoir son caractère. La colère était grande, pas aussi grande que la déception et l'incompréhension. Comment alors imaginer une seule seconde un monde sans elle, car elle, la racine, le pilier, sans elle tout s'effondre, tout tombe, tout chamboule. L'amour d'une mère, l'amour inconditionnel, conditionné par ce lien du sang. Alors, que pourrais-je faire pour la rendre fière? Elle qui avait trouvé son essence, cette quintessence de la femme. Elle n'est pas née pour être la mère d'une fille, la fille d'une mère, mais elle l'est devenue. Toi, qui lis cette lettre, écoute avec ton cœur. Le cœur ouvert, le cœur fragile, le cœur sensible, le cœur rouge et le cœur léger. Car ce feu s'est éteint. Comme chaque début possède sa fin, toi qui lis ce petit parchemin, écoute-moi bien. Exprime-toi et libère-toi. Pour une fois, j'ai lu ces 4 heures. Maman, je t'aime. Il n'est jamais trop tard pour exprimer ce que tu as dans ton cœur, car un cœur libéré est un cœur prêt à aimer. Cette lettre a pu être écrite hier comme aujourd'hui. Cette lettre a pu être écrite par un homme, une femme ou bien un enfant. Cette lettre peut être un récit réel ou fictif. Cette lettre a été jetée à la mer. Les vagues l'ont emportée jusqu'à moi. Et cette lettre a traversé le temps,
Elle traverse les esprits et traversera les mondes. L'encre a figé les mots, mais les mots ne s'arrêtent point. Ils voyagent et voyageront sans destination, car ce sentiment pur et candide qu'est l'amour d'une mère pour son fils transcende l'univers et ne s'arrête pas aux frontières. On peut alors apprécier la beauté de la prose sans fin, ni destin. Alors, les mots n'ont pas toujours besoin d'une destination. Nous y voilà, la finale du concours d'éloquence de Centraline. Devant vous sont déjà passées la fine fleur des orateurs de l'école, puisque, après les présélections, il ne reste plus que 6 d'entre nous parmi les 7 initialement inscrits, et encore, tous ne sont pas retenus. Alors, tout le monde m'a félicité et m'a demandé c'est quoi ton sujet? Bon, j'ai dû choisir entre 3 sujets. Le premier, l'art n'est-il pas l'apanage des privilégiés? Bon, déjà d'emblée, c'est des mots compliqués pour essayer de me déstabiliser. Je n'ai pas cherché ce qu'était du panage. Je suis passé tout de suite au deuxième sujet. Mourir pour ses idées. Je me suis rappelé du jour où en prépa, j'avais affirmé devant un colleur que A plus B au carré, c'était A carré plus B carré. Et moi aussi, ce jour-là, j'ai failli mourir pour mes idées. Finalement, je me suis orienté plutôt vers le troisième sujet. Est-on responsable de ses créations? Alors, est-on responsable de ses créations? Oui. Oui, parce que d'abord, ce sont les nôtres, et ensuite parce que si nous ne sommes pas responsables de nos créations, qui l'est? Et en même temps, ça pose la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'être responsable? Alors, le dictionnaire nous offre quelques définitions plutôt satisfaisantes. Être responsable, c'est réparer les dommages qu'on a causés, répondre des actes, de ses actes ou de ceux d'autrui, est responsable celui qui mesure la portée de ses actes. Alors, j'ai lu ces définitions et je me suis demandé quand même, est-on vraiment responsable quand on ne mesure pas pleinement ce qu'impliquent nos créations? Que se passe-t-il lorsqu'elles sont utilisées à des fins contraires à nos souhaits? Quand nos œuvres, nos créations sont dénaturées, on peut être aussi reconnu responsable, mais ne pas être en capacité de réparer les dommages. Ne pas être capable de faire face aux conséquences humaines, matérielles, philosophiques, politiques, artistiques, scientifiques de nos créations. Alors, question. Le processus créatif est lent et complexe. Moi-même, en écrivant ce discours, je me suis creusé la tête, j'ai réfléchi, j'ai réécrit. Le processus créatif est un processus dans lequel il faut donner de soi, tracer sa voie, penser à faire ceci, cela, faire des choix, tout refaire 2 fois, parfois braver la loi. C'est un vrai chemin de croix, et tout ça pourquoi? Des résultats, parfois décevants, parfois qui nous dépassent nos espérances ou qui nous dépassent tout court. Je vais vous raconter une histoire. Alors nous sommes en Suède en 1866, il y a 157 ans. Cette invention va être un succès, soyez-en sûrs. Une solution simplissime sortie de l'esprit d'un savant soucieux de faciliter la vie de ses citoyens, les Suédois. La révolution industrielle bat son plein, et notre inventeur, issu de l'élite instruite, en profite pour trouver une substance inédite, qui facilite bien les choses et en évite bien des soucis. Il fallait remplacer une matière qui, secouée, faisait plus de dégâts qu'une météorite. La matière susdite suscite une petite hésitation en son utilisation. Notre inventeur cogite et trouve une solution insolite. Il réalise vite que cela va sauver la vie de milliers de personnes. Il se voit en sauveur de l'humanité. Alors, avant que la nouvelle ne s'ébruite, il se précipite pour déposer son brevet. Mesdames et messieurs, Alfred Nobel vient d'inventer la dynamite. Ça fait exploser. Mais bon, il faut être hypocrite ou naïf pour penser qu'une invention comme la dynamite ne va pas être détournée. Pourtant, la nitroglycérine instable a tué le frère de notre inventeur, Alfred Nobel. Il voulait vraiment faire le bien. Et est-ce vraiment de sa faute si la dynamite
a ensuite été utilisé par les anarchistes qui militent et les armées lors de leur combat de bien faible importance? Le pauvre Alfred est un exemple de créateur dont la création a été dénaturée et détournée pour le plus grand malheur de l'humanité. Sa création lui a échappé, et en même temps, sa responsabilité. Alors certes, il en a bien profité, ses finances ne se sont jamais aussi bien portées, mais bon, il a créé le prix Nobel de la paix, tout est pardonné. Mais il en est d'autres qui savaient ce qu'ils faisaient, ou plutôt qui pensaient savoir, et qui, mis devant le fait accompli, réalisent, et un peu tard, l'ampleur de leur création. C'est le cas de Robert Oppenheimer, considéré comme le père de la bombe atomique. Responsable du projet Manhattan, il ne réalise que lors des premiers essais toute l'étendue de sa création, tout son potentiel de destruction. Ou plutôt, il croit réaliser. La vérité, c'est qu'il n'a aucune idée des dégâts que sa bombe va provoquer à un instant donné ou dans les années à venir. La responsabilité d'Oppenheimer est donc ici limitée. Non pas par naïveté comme Alfred Nobel, il savait qu'une telle bombe ne serait pas utilisée pour célébrer le 14 juillet. Alors oui, les bombes atomiques ont mis fin à la guerre, mais elles ont surtout tué des centaines de milliers de civils et font planer depuis sur le monde entier la menace d'une autre catastrophe. Oppenheimer comprend qu'il est responsable, puisqu'il se qualifie lui-même de destructeur des mondes. Sa responsabilité est donc limitée parce qu'elle le dépasse en tant qu'humain. Le fardeau est trop lourd. Il peut s'accabler de toutes les peines du monde, il ne pourra jamais réparer ses torts. Il ne pourra rien faire pour ces centaines de milliers de vies annihilées, ces centaines de milliers de destins brisés, ces centaines de milliers de difformités, les bébés naissants-nés, les cancers qui ne pourront pas être traités et les terres dévastées. Mais on peut aller plus loin dans l'incompréhension de sa propre création. Parce que oui, imputer une responsabilité implique la compréhension de la création en question. Et si on en fait omission, comment juger de la responsabilité de son créateur? Et les créations sont souvent incomprises. Je vais vous parler maintenant d'un homme, j'espère que vous le reconnaîtrez, qui a les yeux petits, s'exprime pas très bien, il n'articule pas, il est voûté, il a de la peine à marcher. Bon, je pense que vous voyez tous de qui je veux parler, il a un verdâtre, pas Augustin, c'est le monstre de Frankenstein. À cause de son apparence repoussante, le monstre, hein, il a été chassé de partout où il a été, alors qu'il s'agit d'un être sensible, qui ne demande qu'à être accepté. Le monstre est incompris. Et il en veut à Victor Frankenstein, qu'il a créé, de l'avoir abandonné. Il est rempli de rage, il va même jusqu'à tuer le frère de son propre créateur et à faire accuser la servante. La pauvre, innocente, sera jugée et exécutée. Nous nous trouvons donc en face d'un double homicide. À qui incombe la responsabilité? Est-ce à Victor Frankenstein? Je ne crois pas. Vous m'accorderez que c'est le rejet et l'incompréhension qui ont mené à ce double homicide, et que Victor Frankenstein n'est plus responsable de ses créations, ni de ses conséquences. Mais, depuis tout à l'heure, nous parlons de dynamite, de bombes atomiques, de tueurs monstrueux. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de finir sur une note plus douce. La poésie. Pas de radiation, d'explosion, de mutation, de défiguration, de destruction, de spoliation, de mutilation, mais une vocation qui a élevé la sublimation de la verbalisation au rang de tradition, et dans laquelle on retrouve malheureusement aussi l'incompréhension. Dans la préface de son recueil Stances et poèmes, Sully Prudhomme avertit le lecteur en ces mots: « Quand je vous livre mon poème, mon cœur ne le reconnaît plus. Le meilleur demeure en moi-même, mes vrais vers ne seront pas lus. Aussitôt que ma main les touche, je les vois fuir et voltiger, n'y laissant que le phare léger de leur aile frêle et farouche. » La responsabilité alors s'arrête là. Elle s'arrête à la compréhension qu'ont les autres de la création. La dynamite a été détournée, la philosophie de Nietzsche, c'est si dur à dire, en a fait un nazi, et les mots, les inventions, les créations continueront d'être utilisés par les autres à des fins non voulues par le Créateur. Alors, je vous repose la question: est-on responsable de ces créations?